Et oui, on a des interrogations, des questions, un adversaire lourd, un combat contre Buckley qui a mis plus de doutes que de certitudes. Si t'es ici, c'est pour qu'on mette tout ça sur la table et que je t'aide à décortiquer le combat à venir entre Nassourdine Imavov et Kelvin Gastelum. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast. Je voulais avant toute chose vous souhaiter une magnifique année 2023. J'espère que vous avez passé une bonne année 2022 et j'espère que cette année 2023 sera encore meilleure. Voilà, que tous vos souhaits se réalisent, que tous vos choix se concrétisent par des petites dingueries qui vous feront bien plaisir. Que tout ce que vous souhaitez soit exaucé positivement. Ne souhaitez pas le mal des autres. C'est pour ça que je dis ça. Il faut vraiment être, souhaiter que des bonnes choses à tout le monde. Et puis, c'est cool, petit retour de vacances. On reprend les podcasts. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que ça fait une semaine. Moi qui avais l'habitude d'en faire 2 par semaine. Là, ça va être une année 2023. On va se diriger sur un format 1 par semaine. Voire 2 des fois quand il y aura un peu plus d'événements, comme là, il va y avoir Gastelum, Imavov, plus Ares, donc voilà, on va tchatcher un peu des deux. Mais généralement, on va essayer de sortir un contenu par semaine. Voilà, un contenu bien détaillé et tout, donc c'est cool. C'est pas nécessaire d'en faire beaucoup plus. Ça, c'est concernant MMA Club Podcast, mais moi, ce que j'espère, c'est que voilà, vraiment vos projets sont bien aboutis, que tout va bien se passer pour vous. Voilà, qu'on ait la meilleure année 2023 possible à venir pour tout le monde. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, on va parler de Nassourdine Imavov contre Kelvin Gastelum. Ça se passe à l'Apex de Las Vegas. Ce samedi 15 janvier, on est à 12 victoires et 3 défaites pour Nassour. On est qui est d'ailleurs sur 3 victoires consécutives. Et on est à 17 victoires et 8 défaites. Dont 2 défaites d'affilée pour Kelvin Gastelum, qui étaient les 2 derniers challengers avant Pereira, justement. Donc c'est le numéro 12 contre le numéro 13, le numéro 12 entrant contre le numéro 13 sortant, on va pas se mentir, ça c'est la réalité des choses. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je vous invite à consommer Others avec le code MMA Club 15. Le code a évolué, avec MMA Club 15, vous allez avoir 15% sur votre commande othersnutrition.com et abonnez-vous à la chaîne a besoin de vous, ça c'est évident, c'est pas vous qui avez besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de vous, donc abonnez-vous, comme ça tout le monde est content, on continue à avoir du bon contenu de qualité. S'il y a des vues, eh ben il y a des invités reluisants, j'ai envie de dire, même bien que les invités ont toujours été très reluisants. Plus il y a de vues, plus on peut envisager des projets fous, des sorties, des visites en salle, des trucs stylés. C'est sûr que si on fait 100 vues à chaque podcast, ça donne moins envie de s'investir dans des projets un peu fous. Il faut s'investir humainement, financièrement et tout. Donc voilà, un petit clic à chaque fois, c'est cool. Voilà, là-dessus, on peut commencer. C'est parti. Donc je commence direct par ce que j'appelle la problématique. J'appelle ça la problématique parce que pour moi, ce combat, c'est un peu Nassourdine contre Nassourdine. Et je vais m'expliquer. Je suis pas vraiment inquiet de quel Kelvin Gastelum on va avoir. Pour moi, il y aura 0 surprise. Le vétéran, et encore, on dit vétéran bien qu'il a 31 ans, mais c'est un vétéran UFC. On sait qu'il est quasiment impossible à finir. Il a pris des knockdowns un peu dans le dur dernièrement. Il est sur 8 défaites et seulement 2 par soumission. Donc ça veut dire que c'est un mec qui est très résistant. Il a pris aucun KO, TKO. Et même dans la guerre face à Adesanya, on peut dire que c'est lui qui était proche de faire vaciller l'ancien champion d'une certaine manière. Depuis ce combat, il l'a dit lui-même, il est allé en dépression et tout. Il a alterné le bon, le moins bon. Mais il est toujours au niveau qu'on attend de lui face à des adversaires robustes
son calibre top 5. Donc c'est compliqué de le juger sur un combat à calibre top 10, top 15. On a l'habitude de le voir contre des mecs qui sont top 5, top 6. Donc il faudra vraiment se méfier de son niveau et de ses 5 ou 6 dernières défaites d'affilée. Ils ne sont pas du tout représentantes de son niveau, je pense. Bref, c'est un grand sportif, il est coriace, il est malin, il est solide. Parfois, il est en manque de motivation, ça se voit un petit peu dans ses cuttings, il est un peu laxiste dans ses préparations. Il a raté le cutting plusieurs fois à l'UFC 183 contre Tyron Woodley. Il s'est retiré de son combat face à Donald Cerrone à l'UFC 205. Vous avez entendu ça? Donald Cerrone, comme c'était magnifique. Donc voilà, il s'est retiré de ce combat parce qu'il n'arrivait pas à cut. Et à l'UFC 244, face à Darren Till, il y a cette petite polémique où on dit qu'il s'appuie sur l'épaule de son entraîneur au moment de la pesée. Il est pesé 2 pounds sous la limite, ce qui est très rare chez lui, vu que c'est carrément le genre de mec à être plutôt borderline. Donc là, ça a suscité quand même pas mal de petites questions. Il sort d'un affrontement compliqué contre Cannonier, il sort d'un affrontement compliqué contre Whittaker, mais il n'avait pas à rougir. Il a perdu à la décision. Donc c'est pas... Voilà, faut vraiment garder en mémoire que c'est un adversaire qui est encore très compétitif, très dangereux et qui est loin d'avoir fini sa carrière. Donc moi, vous l'avez compris, ce qui m'inquiète, c'est quelle Nassourdine on va avoir. Voilà, j'ai fait l'introduction en disant je ne m'inquiétais pas de quel Kelvin Gastelum on allait avoir. Par contre, j'avoue, je m'inquiète de quel Nassour on va avoir. Parce qu'il est passé à 2 doigts de se faire rattraper par Joachim Buckley, même s'il y a eu justification par la suite en disant mauvaise gestion des émotions, c'est pas le Nassour qu'on connaît, nanana, c'était Paris, il y avait du monde, il y avait la pression et tout. Ok. Là, c'est le premier événement de l'année. Et en main event à l'Apex de Las Vegas, à tonton Dana White qui va être en premier rang. T'es sûr que si tu gagnes, tu manges un top 5. Pour moi, la pression, c'est peut-être pas la même, mais c'est quasiment la même. Le mec, il est en haut de l'affiche sur le poster principal d'un événement, le premier de l'année UFC. Il n'y a pas eu d'événement UFC depuis 28-29 jours, une trentaine de jours. Ça veut dire que les gens, ils vont se ruer sur cet événement. Ça veut dire qu'il va avoir une exposition qui va être mondiale contre Kelvin Gastelum. La pression, elle est là. Donc on va savoir comment il gère la pression, pas seulement par rapport au fait d'être devant sa famille, à Paris, là c'est toute autre forme de pression qui peut être tout aussi positive ou tout aussi toxique. Donc, voilà, on va voir ça. Voilà, l'adversaire qu'il a battu récemment, Joachim Buckley, il est aujourd'hui aux portes de la sortie UFC, on l'a vu, je crois qu'il est sur 2 défaites d'affilée, il a pris un violent KO encaissé il y a à peine 2-3 semaines. Il y avait des discussions qui disaient ouais, est-ce qu'il faut garder Buckley, qu'est-ce qu'on fait avec lui et tout. Ouais, bah, les gars, Buckley, je crois que c'était le co-main event de l'UFC Paris il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça va très 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 vite. Donc faut pas décrédibiliser les accomplissements des sportifs. Faut vraiment les prendre en compte. Nassourdine, il sort d'un affrontement difficile, donc c'était sur le plan physique, de par sa difficulté à gérer son cardio et ses efforts sur 3 rounds. Et donc sur le plan émotionnel, parce que l'ego qui est allé dans la cage cette fois-là, à Paris, n'était pas tout à fait le même que les fois précédentes. Il a donné une version de lui qui était un petit peu old school, une version de lui qu'on espérait pas forcément, je vais pas dire ne pas revoir, c'est un grand mot, mais on espérait une version un peu plus aboutie, élaborée en termes de prestance. Je parle pas de prestance de combattant, je parle de prestance d'homme. Il s'est laissé un petit peu piéger dans le jeu du trash talking et tout. Bon, il l'a dit plusieurs fois, donc pas à peine d'insister non plus là-dessus lourdement. Voilà, et que en fait, s'il travaille pas cet aspect-là, on voit qu'on refait les mêmes erreurs, tout simplement. Donc moi, je pense que sur du court terme, ils ont dû travailler l'aspect du mental, mais en fait, on voit qu'il y a un gros travail à faire sur le long terme. Donc ça commence maintenant. Moi, alors sur ce petit chapitre-là, je vais pas me faire des amis, mais je suis obligé d'aborder le sujet. On lui a donné des mecs en manque de confiance, comme Jan Heinisch, qui avait bien commencé sa carrière jusqu'à Derek Brunson. Sa dernière victoire, elle remonte à 2020 contre Gerald Merchert. Ce qui est un mec qui alterne le haut et le bas, qui est capable de gagner des combats compliqués, mais qui est capable d'en perdre aussi très facilement. Et il y a Edmen Shabadian qui vient de revenir dans le vert, qui était sur 2 revers contre des membres du top 15. Il n'est pas du top 10, pas du top 5. Nassour les a mis KO tous les deux. TKO tous les deux. Ce qui est une énorme prouesse, vraiment, vu leur pédigré et la rareté des faits, c'est assez incroyable. Ils sont très durables. Mais je pense que ces match-ups
favorables au moment où ils ont eu lieu ne doivent pas être négligés avant de pronostiquer le prochain combat. Pour moi, c'est très très trompeur. Un Jan Heinisch et un Edmen Shahbazyan qui étaient peut-être aux portes du top 15, mais qui n'étaient pas forcément réellement niveau porte du top 15. Shahbazyan, je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui disaient il faut peut-être le faire sortir de l'UFC un moment pour qu'il sorte la tête de l'eau et qu'il revienne un peu en forme, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, il est très très jeune, donc voilà. Je ne dénigre pas, je ne cherche pas à rabaisser les accomplissements de ce qu'il a fait. Ce que je cherche à faire, c'est à rester lucide. À rester lucide et à pas trop s'enflammer. À voir des super-héros là où on a des êtres humains. C'est tout, c'est pas genre, je dénigre pas en fait ce qui a été fait et je dénigre pas les accomplissements de sa team. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est très légitime d'être là où il est. Le main event, premier main event de l'UFC de cette année, c'est mérité, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je n'irai pas, j'espère qu'on ne me fera pas dire ce que j'ai pas dit, je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est un combat qui aura lieu en 5 rounds. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est un combat qui aura lieu en 5 rounds. Il s'agit pas, pour moi, il s'agit pas de savoir qui est le plus fort. On est sur 5 rounds. La question, c'est qui va amener le combat à son avantage sur la durée. Parce que tu peux être très fort sur 2 rounds et ne pas réussir à finir ton adversaire. Si ton cardio ne tient pas, tu as beau être plus fort, c'est toi qui vas perdre sur les 3 derniers rounds. Et c'est là qu'il faut se prendre conscience de l'enjeu du 5 rounds. C'est là on voit que Gastelum, sur le papier, est largement devant. Si on se base sur ce qu'on a vu d'une Nassourdine à Paris, encore une fois, je suis désolé, il y a eu des mots positifs, il y a eu des choses encourageantes dans son discours. Moi, si je me base sur ce que j'ai vu dernièrement, on en est là. Gastelum est devant. Lui, il a l'habitude. Donc voilà, je parle pas du travail, je parle pas d'effort de niveau de MMA. Je sais que Nassourdine, il est largement capable de rivaliser avec Kelvin Gastelum sur 10 rounds de boxe, 10 rounds de grappling, sans prendre en compte le cardio. Là, je parle de la propension à gérer sa lucidité quand le réservoir est à sec. Donc pour ceux qui sous-estiment cet aspect-là, eh bien, regardez une nouvelle fois le combat de Buckley contre Imavov. Regardez une nouvelle fois le 3e round, c'était ultra chaud. Regardez comment Gastelum a du gaz dans ses derniers rounds, sur ses derniers combats. Vous allez voir que votre discours va s'atténuer. Vous allez voir que Kelvin Gastelum, c'est quelqu'un qui a habitué à faire des guerres sur 5 rounds contre des tops et que c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est mon argument numéro 1 dans ce qui me fait un peu douter de l'issue du combat. Est-ce que ça veut dire que le seul game plan possible à mes yeux, on va dire, c'est le finish avant le round 3? Une belle soumission. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule façon de finir Gastelum avant la limite. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul moyen de le battre avant la fin du combat. Que quelqu'un vienne me dire avec certitude, mais alors avec certitude, que Nassourdine a les capacités d'éteindre la lumière de Gastelum, moi j'espère, mais on l'a pas vu, donc c'est compliqué. On l'a vu se prendre des flash knockdowns, on l'a vu tomber, mais on l'a pas vu se faire mettre KO ou TKO avant la limite. Donc c'est ultra chaud de dire avec certitude Nassour va le finir. Ça veut dire que il peut pas jouer le gas tank sur 2 ou 3 rounds. Il va être obligé de jouer de la temporalité sur 5 rounds. Il le sait, dans le game plan, c'est obligé que c'est prévu. Tu peux pas miser sur un lucky punch ou un one punch ou un TKO. Tu peux pas miser là-dessus, c'est pas possible. Le mec, il n'a pas été fini, ça fait je sais pas combien d'années, ça fait genre 13 ans qu'il est à l'UFC. Je sais peut-être une connerie, mais ça fait super longtemps qu'il est à l'UFC. Il n'a pas été fini. Donc tu peux pas baser ton game plan là-dessus, tu le sais. Donc tu pars à la guerre. Tu pars à la guerre et ton cardio va être mis à rude épreuve. Voilà, moi, honnêtement, je mets tout ça sur la table, j'ai pas la réponse. Oui, je suis inquiet. Non, je ne sous-estime pas Gastelum. Mais voilà, je ne surestime pas non plus Nassourdine. Pour moi, c'est 2 mecs qui sont à leur place légitime pour l'instant. Oui, je voulais revenir à Kelvin Gastelum et dire que sur 5 rounds, son seul finish, c'est sa victoire contre Bisping au premier round. C'était un combat sur 5 rounds. Concernant Nassourdine, il a éteint donc Heinisch et Shahbazyan en 2021. Un seul combat en 2022 avec une victoire compliquée contre Buckley, dans laquelle il a encaissé pas mal de coups dans le dernier round. Donc voilà, tout ça, c'est pas une critique
C'est pas, oui, il y a eu ci, il y a eu ça, non, 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 c'est pas ça. C'est juste, je mets les faits sur la table avec clairvoyance, avec un esprit détaché du MMA Factory, avec un esprit détaché de Nassourdine. Voilà, j'ai beau avoir, je sais pas moi, de la sympathie pour quelqu'un, j'ai beau avoir, j'ai beau le trouver stylé dans la cage et tout, il faut que j'analyse ça avec clairvoyance. Donc, on va se servir un petit peu aussi pour analyser ça des statistiques. Alors, je vous mets sous les yeux la présentation des combattants. Alors, on peut voir des différences de taille, on peut voir les différences d'allonge, on peut voir les poids qui sont annoncés comme identiques, comme vous pouvez le voir, alors que pas du tout. Vous allez vous rendre compte que dans la cage, pas du tout le cas. Vu que Nassourdine cut très peu et que Gastelum il cut énormément. D'ailleurs, la seule interrogation, c'est est-ce qu'il va se présenter au combat, quoi. C'est à la limite, c'est presque le truc qui peut être le plus inquiétant. Bref, on est à 4 victoires et 1 défaite à l'UFC pour Nassourdine. Il est le Russe engagé à l'UFC, encore en activité, qui a passé le plus de temps dans la cage avec 1 heure, 3 minutes et 1 seconde. Sur ces 1 heure, il a passé 8 minutes en top position et 14 minutes en temps de contrôle sur l'adversaire. C'est intéressant quand même. Ça veut dire qu'il a passé 22 minutes sur 1 heure 3 en contrôle, en étant en position de contrôle sur son adversaire. Le reste du temps, c'était bien souvent debout et c'était très peu en temps... Merde, j'ai pas noté, mais je me rappelle, je crois que c'est 6 minutes maximum où il est... où il subit le temps de contrôle de l'adversaire. Mais je suis pas sûr, alors je vais pas trop m'étaler là-dessus. Il a le taux de défense, et là c'est très important, il a le taux de défense de frappe signifiante, le deuxième plus élevé des middleweight de l'UFC. Ça représente 63% de taux de frappe signifiante évité. C'est incroyable. C'est incroyable qu'avec 62%, il soit numéro 2 des middleweight de la catégorie. C'est un très très beau taux. Très très belle défense de boxe. Ça peut être un très gros argument contre un mec, un gros striker comme Kelvin. On verra. En tout cas, sur la deuxième fiche, on voit Nas qui est devant en KO, TKO, mais de peu. Ensuite, on a Kelvin qui soumet un petit peu plus, mais j'ai vérifié. Nassour tente plus de soumission. En termes de temps de combat, on va sur du 3 rounds minimum. Vous le voyez, ils ont tous les deux 12 et 13 minutes chacun. Ensuite, en frappe envoyée par minute, c'est lourd de fou. On est à 4 et 3,5. C'est du gros volume. C'est par minute, hein, donc c'est sur de la frappe signifiante. Donc c'est un gros volume cumulé. Je veux pas dire l'un et l'autre, mais cumulé, ça fait un énorme volume de coups. Ça veut dire qu'on va vraiment avoir de la parpinade. Ça, c'est excellent. Nassour, comme je vous disais, il est le deuxième qui encaisse le moins en middleweight avec 2,4 frappes absorbées par minute. En takedown, en grappling, c'est très équilibré, sauf en tentative de soumission où Nassour figure parmi les 10 combattants UFC à tenter le plus de variations de niveau. Donc aussi les soumissions, ça sera son atout quasiment numéro 1 pour moi. Donc Nassour a quand même, dans les statistiques, il a quand même, pas sur des stats purs, mais sur des records, il est devant. Il a des accomplissements qui sont un peu plus élaborés, un peu plus tranchants, notamment avec la façon dont il tente un peu plus de choses, la façon dont il amène le MMA dans sa globalité. Il apporte quelque chose de plus complet, on va dire. Donc c'est tout aussi intéressant de se pencher de temps en temps sur les stats. Vous voyez, ceux qui n'aiment pas trop les stats, j'espère que cette fois, ça a pu vous aider aussi un petit peu à y voir un peu plus clair, à donner, encore une fois, je le répète, à donner encore une fois un peu plus de clairvoyance dans la manière dont on peut aborder un pronostic. Et le pronostic, on y va. On y est, le prono. Alors, le prono du mec qui veut faire l'interview avec Nassourdine, le prono du mec qui veut faire plaisir au MMA Factory, qui veut faire plaisir aux auditeurs français. Ça, c'est le prono numéro 1. Et il y a le prono du mec qui est un peu plus honnête avec lui-même. Ça, c'est le prono numéro 2. Et je vais malheureusement, enfin plutôt heureusement pour vous, parce que je me dois d'être... de ne pas mentir, d'être authentique. Le promo numéro 1, bah oui, je vais dire oui, je vois Nassourdine gagner, nanana, il va le fumer. Oui, j'aimerais bien qu'il le fume, effectivement. Je suis de tout cœur avec lui, je l'encourage fortement. Je me rappelle de la Coupe du Monde 94. Alors, il y en a qui sont pas nés, qui vont écouter ça. Brésil-Italie aux États-Unis. Je crois que j'avais 11 ans ou 12 ans.
Même pas, peut-être j'étais même plus petit que ça. Et mon oncle, il me dit... bah non, j'avais 12 ans, je suis con. Et mon oncle, il me dit... Je lui dis, ouais, tu crois que c'est qui va gagner? Il me dit, c'est le Brésil. Et je dis, mais non, on est italien, on est pour l'Italie. Il me dit, oui. Il dit, je vais supporter l'Italie, mais je crois que le Brésil va gagner. Et c'était la première fois que quelqu'un m'a mis cette nuance dans la tête. D'encourager quelqu'un, mais de penser que potentiellement il peut perdre. Enfin, potentiellement. Mais de dire, d'avoir la clairvoyance de dire, son adversaire va gagner. Même si j'encourage cette personne. Eh ben, je suis dans ce cas de figure-là pour ce combat, malheureusement. Je me dois d'être honnête. Je pense que Kelvin Gastelum va gagner ce combat. Je pense qu'il va tenir la distance. Je pense qu'il va lutter et fatiguer le Français sans spécialement faire beaucoup de dégâts, mais en marquant beaucoup de points. Je ne serais pas étonné de le voir utiliser la force, son poids sur un Nassourdine qui ne cut pas énormément et qui pourrait souffrir d'une différence de poids sur les immobilisations qui demandent énormément d'énergie à défendre. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Sinon, je vois une split difficile, voilà, avec du scoring maison, de la malice, peut-être des meilleurs amenés au sol sur le papier. Il y aura peut-être le décalage horaire, le stress, l'ancienneté. Enfin, il y a énormément de choses. Oui, Kelvin, il a la pression, parce que s'il perd, clairement, il cut, il saute de l'UFC, c'est évident. Mais moi, ce que je pense, c'est que Kelvin, ça fait longtemps qu'il s'attend à être cut de l'UFC, et il en a peut-être... Il a peut-être déjà passé ce truc, en fait, dans sa tête, de se dire... s'il est cut, quoi. Et je veux dire, il est dans un âge avancé dans sa carrière où il peut rebondir ailleurs, il peut revenir. Il n'est pas dans la même ascension que Nassourdine. Nassourdine, il est clairement, en cas de défaite, je vais pas dire que c'est catastrophique, mais wow, le coup de frein à main. Tu viens d'enchaîner, je crois, c'est 3 victoires d'affilée, et tu te retrouves à perdre une contre le numéro 13 qui est en train de sortir du top 15 du ranking. C'est lui qui a la pression. Il faut pas se mentir. Donc voilà. Pour contrecarrer tout ça, je dirais que je pense que Nassourdine, il est préparé pour 5 rounds depuis cet été, puisqu'il dit avoir bossé sur 6 rounds intensifs. Donc ils ont ciblé ce qui allait pas. Ils ont ciblé qu'il y avait un petit problème de cardio, qu'il y avait un petit problème, un petit peu peut-être de gestion du mental par rapport aux gros événements. Donc je sais pas ce qui a été fait, mais je sais que des choses ont été faites. Il est en capacité de battre cet adversaire, oui. Il est dans la lignée des précédents, c'est évident. On est clairement dans une stratégie. C'est abordable, c'est calculé, c'est dangereux, mais c'est bon pour le CV si tu bats Kelvin Gastelum. C'est bon pour aller de l'avant. C'est bon de battre une bête blessée qui s'est farci tout le top 5. C'est ton ticket. Évidemment, si tu le bats, tu pourras dire oui, mais il s'est affronté. Il a tapé Adesanya, il a tapé Whittaker, il a tapé un tel, Donc évidemment, ça te donne... Tu te dis, si moi je le bats, je peux aussi les affronter. Donc c'est tout bénef. Donc voilà, je me dois d'être honnête, je pense que ça va être compliqué. Je vois Kelvin Gastelum gagner, comme j'ai dit en premier argument. Lutte, différentiel de poids sur les immobilisations. Travail de fatigue pendant 3 rounds et on éteint le gaz pour tenter le finish. Il cogne très dur. Je ne dis pas que Nassourdine n'a pas le potentiel et le niveau d'aller dans le top 10, voire un top 5. Mais je me dis que c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Ou pas en passant contre un mec aussi dur que Gastelum, parce que Gastelum, mine de rien, en fait, tu peux battre Jack Hermansson, qui est devant lui. Tu peux battre, je sais pas, j'ai pas tous les noms en tête, mais il y a plein de mecs qui sont devant lui et qui sont plus faciles à battre que Kelvin Gastelum. Voilà. Peut-être même Marvin Vettori, vous voyez ce que je veux dire? Mais si je dois être totalement honnête avec vous, voilà, je ne le vois pas battre Kelvin. J'en ai terminé avec ce podcast. Je pense que ce podcast ne va pas plaire à tout le monde et je suis désolé. Moi, je suis honnête avec moi-même et c'est ce qui compte. N'oubliez pas de vous abonner si toutefois vous avez kiffé le contenu, si toutefois vous avez kiffé avoir des arguments, avoir des statistiques, avoir de la clairvoyance. Une fois encore, je répète, c'est le mot-clé de ce podcast, je pense, la clairvoyance. L'honnêteté aussi. Voilà, moi je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour vos messages. Beaucoup de personnes m'ont souhaité la bonne année, m'ont demandé comment j'allais, où j'allais en vacances et tout. C'est vraiment, vous êtes super cool. Je vous remercie tous. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.